Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. BYD a le vent dans les voiles. Un incendie majeur chez Rivian en Illinois. La nouvelle Ioniq 5 2025 est présentée et 95,7% des parts de marché pour les véhicules électriques en Norvège. Axo et Fractal EV s'associent pour des solutions en multilogement. Conférence nationale EVVE 2024 a eu lieu à Halifax avec Mobilité électrique Canada. Chronique par où commencer, bien connaître ses besoins. Rouler vert, Stéphane Levert faire l'essai de la Volkswagen ID4 et de la Hyundai Kona. Et en grande entrevue, la VF8 de VinFast, un an après. Toujours la même pour le niveau qualité-prix. Là, à mon avis, il n'y a rien sur le marché là, qui accote ça à l'heure actuelle. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 181 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Au moment d'écouter ce podcast, écoutez, moi je reviens tout juste de Halifax où avait lieu la convention annuelle de Mobilité électrique Canada, un événement qui s'appelle EVVE, l'événement 2024. Très intéressant, c'est un événement où tous les gens de l'industrie de l'électrification des transports se rassemblent à la fois pour échanger sur les nouveautés, les nouvelles technologies, les politiques, les tendances, etc. C'est une occasion de rencontrer tous les acteurs importants du secteur et évidemment, j'ai pu croiser énormément de gens sur place. En fait, la très vaste majorité des acteurs du secteur étaient présents à cet événement-là. Donc, c'est toujours un événement très prisé. Ça change d'endroit au Canada d'une année à l'autre, mais ça reste que c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ça progresse. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Ça fait plusieurs années que je participe, en fait, depuis plusieurs années. J'en ai pas manqué beaucoup. Et on voit d'année en année à quel point ça prend de l'ampleur. Ce n'était que quelques joueurs il y a quelques années à peine. Et déjà l'année passée, là, ça avait doublé d'ampleur et on voit que ça double encore. C'est toujours de plus en plus gros comme marché. Plus de participants, plus de gens. La roue est vraiment partie et elle n'arrêtera pas. S'il y en a qui pensent que ça va se mettre à reculer. Détrompez-vous, on est vraiment sur une belle aire d'aller. Dans un autre ordre d'idée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, mais si vous n'êtes pas abonné à Silence on roule, abonnement.silenceonroule.com, faites-le, c'est gratuit avec votre outil là, pour écouter vos podcasts, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou tout autre outil que vous aimez. On est sur toutes les plateformes, également YouTube Music, etc. Abonnez-vous, c'est la meilleure façon de rien manquer. Il y a du contenu exclusif pour les gens qui sont abonnés qui n'est pas rendu disponible sur notre site web ou les médias sociaux. Donc, si vous voulez tout attraper, rien manquer, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Merci à ceux qui nous laissent également des petits messages de remerciements ou de félicitations. On en reçoit à toutes les semaines. Je prends pas souvent le temps d'en lire, mais je vais vous en lire un. On a reçu un message d'un auditeur là, qui s'appelle François Bourbeau qui nous dit « Je vous ai contacté aux alentours de mai pour connaître la meilleure façon de voyager aux États-Unis et en louant une voiture électrique. Merci pour vos bons conseils. Nous avons fait un excellent voyage. » Il conclut en disant « Vraiment, ça a été facile. Je pense maintenant m'acheter une voiture électrique. » Ben, tant mieux si on a pu vous aider, M. Bourbeau. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on donne des conseils et qu'on essaie de vous aider. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Question.silenceonroule.com ou sur notre site web, silenceonroule.com, il y a une petite section, là, laissez un message vocal. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale numérique, puis on va y répondre dans nos prochains épisodes avec le plus grand des plaisirs. Aujourd'hui, Stéphane Levert a fait des essais cet été de plusieurs véhicules. Il nous parle dans cet épisode-ci de 2 des véhicules qu'il a essayés. On a également une chronique par où commencer, une chronique pour les débutants qui est animée par Sébastien Côté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, manquez pas ça. On va parler des critères pour faire le bon
bon choix pour notre véhicule électrique. Ça devient un peu mêlant, il y a beaucoup de possibilités. Et en grande entrevue, un an après, on reparle à des nouveaux propriétaires de VF8. On leur avait parlé au moment où ils ont fait l'acquisition du véhicule, mais maintenant que ça fait un petit bout de temps qu'ils roulent avec le véhicule, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Sont-ils toujours aussi heureux de leur véhicule? Donc, on reparle aux gens à qui on avait parlé il y a pas loin d'un an pour savoir, après un hiver au complet, là, puis un été, qu'est-ce qu'ils pensent du véhicule. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Les droits de douane aux États-Unis et ceux prévus au Canada ne semblent pas ralentir la compagnie chinoise de véhicules électriques BYD. La compagnie chinoise vient de dépasser le million de véhicules électriques vendus. En vendant plus de 373 000 véhicules électriques le mois dernier, la compagnie a ainsi dépassé de 342 000 véhicules électriques, ceux vendus de juillet. Les hybrides branchables constituent la majorité des voitures vendues et ces ventes lui permettent de dépasser le million de voitures électriques pour l'année. Rappelons au passage que BYD a dépassé Nissan et Honda, lui permettant de devenir le 7e plus grand manufacturier automobile au monde. Un incendie majeur a détruit des dizaines de véhicules électriques au cours du week-end dans l'usine de Rivian, en Illinois. Selon les premiers constats, au moins une cinquantaine de voitures auraient été détruites ou grandement endommagées. Fort heureusement, l'incendie aurait été rapidement circonscrit et l'usine, tant qu'à elle, n'aurait pas été endommagée. On ne rapporte également aucun blessé. On sait que les incendies de batteries lithium-ion peuvent être parfois difficiles à éteindre. Pour le moment, Rivian n'a émis aucun commentaire sur les causes de cet incendie. Hyundai va lancer sa gamme Ioniq 5 2025 qui comprendra des nouveautés avec le nouveau XRT, un véhicule fabriqué aux États-Unis avec l'aventure en tête. L'Ioniq 2025 présente une liste complète d'améliorations comme une batterie à capacité accrue et une plus grande autonomie et des fonctionnalités inédites. L'Ioniq 5 XRT est la première Hyundai au Canada à être produit par Hyundai Motors Group Metaplant America en Georgie. La nouvelle XRT est une voiture dynamique qui donne de la robustesse aux capacités de la gamme des véhicules électriques les plus primés au Canada. La XRT obtient l'accès à plus de 17 000 superchargeurs Tesla avec l'installation et la venue sous la forme native du pare NACS ainsi que des adapteurs qui vont être disponibles pour permettre à ces voitures de se brancher sur les bornes qui sont avec le standard CCS. En août dernier, les véhicules électriques rechargeables ont pris 95,7 des parts de marché en Norvège, un nouveau record contre 90 sur un an. Les véhicules électriques rechargeables ont, quant à eux seuls, pris 94,3 des parts de marché, tous les autres groupes motopropulseurs ne récoltant près que des miettes. Le volume global des ventes des automobiles en août s'est élevé à 11 114 unités, stable sur un an. Le véhicule électrique rechargeable le plus vendu en Norvège est la Tesla Model Y. Axo et Fractal EV s'unissent pour venir en aide aux besoins de recharge en multilogement.
Fractal EV est un important fabricant canadien de bornes de recharge niveau 2 pour véhicules électriques et Axo est une filiale d'Hydro-Québec reconnue pour ses solutions novatrices de gestion de l'énergie. Et ils ont annoncé ensemble un nouveau partenariat stratégique visant à transformer la recharge des véhicules électriques dans les immeubles résidentiels et multilogements. Cette collaboration ingénieuse associe les bornes fiables de Fractal à la plateforme Eddy d'Axo qui offre une solution OCPP qui réduit les coûts de logiciels SaaS, Software as a Service, jusqu'à 80%. Ce partenariat permet non seulement de diminuer significativement les dépenses pour les propriétaires d'immeubles, mais aussi d'améliorer l'expérience de recharge pour les conducteurs. Cette semaine avait lieu la conférence nationale annuelle organisée par Mobilité électrique Canada, conférence nommée EVVE 2024. Elle se tenait à Halifax du 10 au 13 septembre. Cet événement rassemble des dirigeants et des experts de l'industrie de la mobilité électrique pour discuter des succès, des défis et des tendances dans le domaine. Le thème de cette année était « Électrifier le progrès ». La conférence a évidemment inclus des présentations sur les programmes, la politique et les technologies innovantes qui visent à accélérer l'électrification des transports au Canada. C'était une excellente occasion pour les professionnels de se rencontrer et d'échanger et de partager des idées sur les dernières avancées en matière de mobilité électrique. Évidemment, Silence on roule y était. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Avec nous en studio de l'Association des véhicules électriques du Québec, Sébastien Côté. Bonjour. Bonjour, Martin. Sébastien, ce qu'on remarque et ce qu'on entend beaucoup de la part des gens qui s'intéressent aux véhicules électriques, c'est des préoccupations par rapport à l'autonomie que va avoir le véhicule. On veut toujours des autonomies le plus grandes possible. Par contre, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter et de réfléchir à l'utilisation qu'on fait de ce véhicule-là. Est-ce que c'est le premier, le deuxième véhicule de la famille? Est-ce qu'on l'utilise pour aller travailler puis qu'il va faire 95% du temps 80 km et moins dans sa journée? Est-ce qu'au contraire, on est un travailleur de commerce sur la route et qu'on fait régulièrement du 200, 300, 400 km par jour? Plusieurs facteurs vont venir influencer ce qui est important pour nous. J'aimerais que tu nous parles un peu justement de cette mise en lumière qu'on a par rapport à l'utilisation qu'on a de notre véhicule, l'autonomie versus la vitesse de recharge et tout ça, là. Oui, effectivement, c'est parce qu'on en parle peut-être moins parce que dans le commun des mortels, on ne roule pas autant, mais il faut quand même voir qu'il y a une différence entre autonomie et vitesse de recharge. C'est vraiment deux facettes. Je vais utiliser le mot facette dans la chronique. C'est parce que c'est deux choses qu'il faut vraiment distinguer, puis de ne pas nécessairement juste regarder le côté autonomie. On le voit, les gens sont très préoccupés, comme tu as dit en introduction. Quand tu avais fait tes Vox Pop au Salon de Montréal, ben, les gens veulent des autonomies assez fou, impressionnantes. 800 000 km, les gens disaient « moi, ça me prend... » Ben, en fait, ce qui est bon, c'est que je trouve que l'écart entre ce que les gens veulent puis où c'est rendu est moins grand que ça a déjà été. Mais on a déjà entendu, dans le temps que les autos avaient 200 km en forçant puis que les gens voulaient 1000 km, on se sentait loin un peu. Mais je pense que les gens surestiment un peu leurs besoins quotidiens. Oui. Ça se peut-tu? Oui. Puis effectivement, puis on dirait qu'ils s'adaptent avec les autonomies des autos parce qu'à chaque 2-3 ans, on dirait que ce maximum augmente aussi avec ça. Ouais. Par contre, là, ce qui arrive, comme tu as mentionné, c'est des véhicules de plus vieille génération. Ben là, l'autonomie, c'était beaucoup plus petit. Mais aujourd'hui, la majorité des modèles vendus en 2024, là, on va avoir des autonomies quand même pas mal grandes avec des vitesses de recharge très intéressantes aussi. Donc, on n'a pas nécessairement une parité sur tous les modèles, mais c'est quand même une moyenne beaucoup plus grande. Ouais. Tu as mis en relief, Sébastien, deux facettes
Donc, tu parlais de l'autonomie, là, on en parle depuis tantôt, mais également de la vitesse de recharge. Explique-moi pourquoi, des fois, on devrait peut-être plus considérer, on devrait lâcher un peu l'autonomie puis regarder peut-être un peu plus la vitesse de recharge. Et c'est quoi les scénarios où la vitesse devient plus importante que l'autonomie? Oui, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de scénarios. J'en ai pris seulement un petit en exemple, là. Deux en fait. Mais c'est qu'on doit pas nécessairement avoir le meilleur des deux, le plus d'autonomie possible, la vitesse la plus rapide. Ça dépend tout le temps de trouver la bonne balance selon nos besoins. Donc, une autonomie de 500 km avec une recharge de 50 kW, il ne sera peut-être pas nécessairement mieux qu'une autonomie de 350, mais une recharge qui va être beaucoup plus rapide. Donc, à ce moment-là, pour certains utilisateurs, ça va être mieux. Oui. Puis, l'exemple, c'est une personne qui ferait beaucoup de kilomètres dans une journée, mettons un travailleur autonome ou un travailleur sur la route. Lui, il va peut-être nécessiter une recharge rapide par jour, peut-être 2 l'hiver. Donc, à ce moment-là, la recharge rapide devient une facette extrêmement importante pour cette personne-là parce que l'autonomie, oui, ça a un facteur, mais si ça ne recharge pas vite, puis que ça fait plusieurs arrêts, surtout que si tu as beaucoup d'autonomie, ta batterie est donc grande. Si ta batterie est grande puis que c'est une recharge qui n'est pas rapide sur ton véhicule, ça va être très long à remplir. Une grande piscine, c'est plus long à remplir qu'une petite piscine. Hein? Exact. Puis, je dirais aussi, peut-être, au même titre, là, quelqu'un qui ferait une traversée du Canada. Parce que je ne prends pas les vacances qu'on va faire autour parce que ça se fait très bien. C'est ça, mais un cas exceptionnel d'une traversée du Canada qu'on veut vraiment se rendre dans l'Ouest, exemple. Le plus rapidement possible, ben là, la vitesse de recharge pourrait être un facteur intéressant à considérer. Oui, mais d'un autre côté, je vais me faire l'avocat du diable, tu sais comment j'aime ça, te lancer des défis intellectuels, mon cher Sébastien. Si on a voyagé dans une zone où il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge et qu'on se rend compte que, par exemple, il y a certains endroits qu'il y a des 350-400 km entre les bornes de recharge, on ne vit pas ça ici au Québec, mais dans l'Ouest canadien, ça peut arriver. À ce moment-là, avoir un véhicule qui a suffisamment d'autonomie entre les deux bornes peut devenir à ce moment-là un critère qui va être hyper important. Si je peux avoir une voiture qui recharge super vite avec une batterie plus petite, mais je ne me rends pas entre les deux bornes, c'est pas mieux. C'est pour ça qu'encore une fois, le mot besoin, des fois, à un moment donné, sélectionner ton véhicule, c'était selon vos besoins. Et là, ça devient plus important, dépendant des types d'utilisation qu'on va faire. Là. Vraiment prendre le temps d'évaluer ça. Tu as parlé de vitesse de recharge qui pouvait être, dans certains cas, plus important que la taille de la batterie. Est-ce que cette vitesse de recharge-là, également, n'est-elle pas affectée, par exemple, quand il fait froid l'hiver? Donc, est-ce que c'est un critère à garder en ligne de compte? Là? Oui. Si le véhicule n'est pas équipé d'un préconditionnement de la batterie, bien, en fait, on a moins d'autonomie l'hiver, puis en plus, la recharge rapide va être diminuée. Donc, à ce moment-là, on a deux talons d'Achille, si on veut, là, de ce côté-là. Mais sachez que si vous voulez faire des recharges rapides l'hiver régulièrement, comme dans le cas qu'on a présenté tantôt, assurez-vous que le véhicule est équipé du préconditionnement de la batterie, que ce soit automatique ou manuel, là, dépendant du manufacturier. Tout ça va faire que votre batterie va être réchauffée ou mis une température plus optimale pour la recharge. Donc, vous ne serez quand même pas trop pénalisé par le froid. Tout à fait. Écoute, je vais dire que c'est pour les autres. On fait toujours ça, là, parce que moi, je le sais parce que je suis dans cette situation-là. Mais donne-nous donc un exemple, Sébastien, pour lequel la vitesse de recharge n'est pas importante, mais la taille de la batterie deviendrait un facteur plus important que la vitesse de recharge. Moi, c'est mon cas. J'ai une batterie qui a quand même une assez grande autonomie, mais mon véhicule ne charge pas vite. Puis dans mon cas, c'est absolument pas grave. Donne-nous donc un exemple pour que les gens comprennent bien là, dans les situations dans lesquelles ça s'applique. Ben, mettons une personne qui a besoin de faire un 200 km par jour, qui est quand même une grande distance là, versus la moyenne de ce qui existe. Les gens font quoi, 60 km par jour? C'est ça. Mais on irait dans le 200 km, on pourrait dire... à ce moment-là, faire un x2 pour l'autonomie quotidienne de cette personne-là serait à 400 km. Donc, n'importe quel véhicule à 400 km d'autonomie ferait l'affaire, se recharge à la maison après la journée. À ce moment-là, la recharge rapide, même si ce n'est pas optimal, ce n'est pas un gros facteur parce que ce besoin-là nécessite pas une recharge rapide dans la journée. Ah, bien sûr. Il faut comprendre que pour la moyenne des gens, puis ça, je pense que c'est l'élément qu'il faut faire ressortir ici, là, pas la moyenne, la majorité des gens, la recharge rapide, on utilise ça de façon sporadique, quelques fois dans l'année, pendant les vacances d'été, quand on va voir de la famille dans le temps des fêtes, je ne sais pas moi, en Gaspésie, des trucs comme ça, mais 90, voire 95% du temps, c'est on va qu'à nos activités quotidiennes. Si on est des gens, là, je sais pas, dans la quarantaine, qui travaillent, tout ça, on fait quoi? 30, 40, 50, 60, 100 km d'une journée, mais pas bien plus que ça.
Donc, la recharge rapide, on ne l'utilise pas. Quand notre voiture s'en vient vide, là, c'est pas comme une voiture à essence, puis il faut arrêter une station-service, faire le plein. Tous les soirs, quand on finit de travailler, puis qu'on a pris 50-60 km sur notre batterie qui en a 400 d'autonomie, donc il en reste encore pas mal dedans, on branche ça sur notre borne le lendemain matin, on repart, notre voiture est pleine. Donc, la recharge rapide est importante, la vitesse de recharge rapide est importante, si et seulement si on se déplace suffisamment souvent dans une année pour nécessiter des recharges là, sur des longues distances. Et là, ça devient un facteur important pour nous. Quelqu'un qui a un chalet qui est très loin, puis il va aux 2 semaines, puis il a à faire 800 km à toutes les 2 semaines, ben, on le fait suffisamment de fois dans l'année pour que ça devienne important que ça charge rapide. Mais quelqu'un comme moi qui utilise une borne rapide par besoin peut-être 2 fois dans l'année, c'est pas le critère le plus dramatique. Hein? On vire fou avec les chiffres des fois, mais... C'est peut-être pas nécessaire à ce moment-là. Mais, tu sais, là, on regarde ça, puis on se pose ces questions-là, mais il faut quand même dire que versus peut-être là, 5-6 ans, on n'a pas autant de questionnements à se faire de ce côté-là, parce que les véhicules ont des bonnes autonomies, une bonne vitesse de recharge. Des voitures en bas de 400 km, il n'y en a plus beaucoup, là, surtout aux alentours de 400 et plus. Puis des bornes de recharge, il y en a partout. On n'est pas obligé d'arrêter une seule fois puis d'attendre 1 heure. On peut arrêter 2, 3 fois, 10, 15 minutes, 20 minutes aussi. Ça peut être un scénario qui est souvent plus avantageux que d'arrêter une seule fois longtemps. Donc, en conclusion, Sébastien, si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut bien analyser notre cas personnel puis se poser la question, est-ce que dans mon cas, une grande autonomie de batterie est quelque chose d'important ou non? Puis est-ce que dans mon cas, une voiture qui recharge ultra rapide sur une borne rapide est important ou non? Puis peut-être qu'en fonction des réponses qu'on va se donner, ben ça va aussi éclairer ou aiguiller notre choix sur le véhicule qui nous convient le mieux, là. Exact. Puis aussi, même, ça peut être autant pour un véhicule neuf qu'un véhicule usagé aussi qu'il va falloir s'informer de ce côté-là. Poser ces questions-là. Puis si les gens ont des questions pour se faire aider, veulent poser des questions, ils peuvent en tout temps, évidemment, aller sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Il y a les forums dans lesquels il y a, par modèle de véhicule, où il y a plein de propriétaires qui en parlent. Il y a des guides, il y a plein d'informations. Donc, les gens peuvent aussi vous contacter s'ils veulent avoir plus d'informations. Mais prenez le temps de bien vous renseigner. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires de voitures électriques qui ont été déçus de leur choix de passer à l'électrique. Il y a par contre certaines personnes qui ont fait le mauvais choix de véhicules adaptés à leurs besoins parce que ne connaissant pas ça, ne tenant pas compte de ce qu'on vient de parler aujourd'hui, ben, ont pris par exemple une voiture qui a beaucoup d'autonomie mais qui charge lentement, alors qu'eux, dans leur utilisation de véhicules, ils ont besoin de se charger rapide souvent. Ben, c'est pas que les voitures électriques sont pas bonnes. Le modèle qu'ils ont pris ne correspond pas. Ne correspond pas à leurs besoins. Exact. Sébastien, les gens qui veulent te rejoindre, on fait ça comment? Me rejoindre par courriel à sébastien.côté@silenceonroule.com. On se revoit dans 2 semaines, Sébastien. Excellent. Merci. Bye-bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Il y a un peu moins d'1 an, on faisait une émission spéciale pour parler de la VinFast VF8. À l'époque, le véhicule venait de sortir, ça faisait pas tellement longtemps. Les premières livraisons avaient eu lieu. Et puis, on avait eu à ce moment-là 3 personnes qui étaient venues nous parler de leur véhicule, nous donner ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils aimaient moins du véhicule, en tout cas leur perception de ce nouveau véhicule-là. Mais c'était tout nouveau, tout beau. Le véhicule n'avait pas beaucoup de vécu, du moins ici au Québec. On était avant l'hiver. Il y a beaucoup de questions qui avaient été soulevées. Et puis là, je trouvais intéressant de faire un retour avec 2 des personnes qui étaient là lors de l'entrevue. Donc, Myriam Saint-Onge. Bonjour, Myriam. Bonjour. Ainsi qu'Étienne Ouellette. Bonjour, Étienne. Bonjour. Donc, on revient avec vous, messieurs, dames, pour parler de votre expérience avec le véhicule, mais là, avec un peu plus de vécu.
Est-ce que les beaux côtés que vous aviez soulevés sont toujours aussi beaux? Est-ce que des petits trucs qui vous inquiétaient finalement se sont avérés être aucun problème? Ou si au contraire, il y a des petits trucs qui ont popé d'ici là? Donc l'idée, c'est de voir le véhicule après, pas tout à fait un an là, qu'on s'est parlé, je pense, mais pas loin, mais pas tout à fait un an. Est-ce que la perception et l'utilisation de ce véhicule-là au Québec tient toujours la route? Donc, on va y aller avec vos premières impressions. Donc, une question toute simple. Puis je vous pose la question là, en partant. Là, êtes-vous aussi heureux maintenant avec votre véhicule que vous l'étiez il y a un an? Puis je me permets, Myriam, de te faire écouter ce que tu avais dit il y a un an. Mais moi, à date, j'adore la finition. Pour le prix, les garanties, puis tout ça, c'est une très bonne voiture. Tu étais très positive. Hein? Tu venais de l'avoir, c'est ton premier véhicule électrique. Tu étais excitée. Exactement. Est-ce qu'on est encore à la même place après tous ces mois? Oui, je suis toujours à la même place parce que, écoute, là, j'ai pu la tester cet hiver. Ça fait bien la route. Puis, toujours aussi contente. Puis, j'en parle toujours à tout le monde. Juste du positif. C'est très positif de ton côté. Oui. Toi, Étienne, tu étais aussi très content de ton véhicule. Tu avais une expérience, comme je te disais, un peu plus grande parce que tu avais un autre véhicule avec lequel tu pouvais le comparer. Fait que tu pouvais te dire sur ce point-là, c'est bien, ce point-là, peut-être que mon autre véhicule est un peu mieux. Mais tu étais, somme toute, relativement positif face au véhicule. Est-ce que cette perception-là a changé? C'est toujours la même. Pour le niveau qualité-prix, là, à mon avis, il n'y a rien sur le marché là, qui accote ça à l'heure actuelle. Donc, est-ce que tu as toujours deux véhicules électriques? Oui, toujours deux véhicules. Et on peut mentionner l'autre, ouais, oui? J'ai un ID4, puis j'ai mon VinFast là aussi. OK. Puis quand tu avais fait cet exercice-là la dernière fois, tu disais pour le prix, l'ensemble de la technologie puis de tout ce qu'on a là-dedans, c'est le meilleur deal du moment. Tu as toujours la même perception quand tu le compares avec ton ID4? Oui. Oui, exactement. Là, surtout, là, il commence à avoir des rabais un peu plus sur les véhicules électriques, mais je pense qu'à ce jour, c'est encore le meilleur deal au niveau qualité-prix, puis surtout au niveau de la garantie là, qui est quand même pas mal alléchante. Oui, il y a une bonne garantie. Puis à l'époque, puis je ne sais pas si c'est en fonction, puis on en avait parlé, puis vous en aviez entendu parler, vous autres aussi, mais vous ne saviez pas si ça s'était appliqué. Il y avait même une politique de VinFast que s'il y avait un problème puis qu'il devait prendre possession de ton véhicule pour le réparer, il payait un montant. Est-ce que ça a eu lieu? Vous savez si ça a eu lieu au Québec, ça, cette affaire-là? Moi, je peux vous le confirmer. Moi aussi, je peux vous le confirmer. Oui, je peux vous confirmer que oui, car je l'ai eu droit. Donc, je conclus que les deux, vous avez eu à amener votre véhicule chez on ne peut pas dire le concessionnaire parce que ce n'est pas des concessions VinFast, donc chez au point de vente, en tout cas, ou au garage, puis parce qu'ils ont gardé le véhicule, ils vous ont donné une ristourne monétaire pour compenser la perte momentanée, même si ce n'est pas long, là, du véhicule. Exactement. Exactement, oui. Bon, déjà, c'est mieux que bien d'autres. Déjà, c'est mieux que bien d'autres marques. Et là, pour tout de suite, je ne vous pose pas la question si c'était des problèmes graves ou pas graves. Je vous amène tout de suite sur un autre, dans un autre angle. On avait traité, parce que là, on était conscient que, bon, côté technologie, puis tout ça, le véhicule, il était bon, vous étiez tous les deux très heureux. Tu avais soulevé certains points en ce qui a trait à la finition puis à l'assemblage, Étienne, puis je te fais écouter ce que tu avais dit à l'époque. C'est pas des matériaux de luxe, t'sais. Ça reste un petit plastique qui est pas rembourré. Comme on parlait de l'isolation, j'ai bien hâte de boire cet hiver parce que, à mon avis, ça sera pas top, mais on va y laisser sa chance. On va y laisser le temps. Tu y as laissé sa chance, là. Ouais, exact. Qu'est-ce que ça va de l'air, l'isolation, cet hiver? Somme toute, c'était vraiment bien. J'ai été étonné. J'ai été vraiment surpris cet hiver de la tenue de route, de l'isolation, tout ça. Puis même de la perte d'autonomie en hiver qui était pas aussi importante que sur mon ID4. Oh, OK, c'est intéressant. Ouais. Puis même que les véhicules relativement récents, dont les ID4 font partie, sont souvent réputés pour perdre moins d'autonomie que les plus anciennes technologies, que ce soit la Leaf, la Bolt, la Spark, etc. Mais là, on perd encore moins d'autonomie. Donc, puis t'as pas gelé, t'as pas eu froid, t'as pas l'impression? J'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais en soi, là, somme toute, j'ai pas eu vraiment de gros problèmes. Par problème technique, t'as eu des problèmes soit avec la thermopompe ou le chauffage? Initialement, j'avais pas de chauffage. Ça a pris une mise à jour plus un rappel là, pour que la thermopompe fonctionne. En réalité, on s'est fait dire
au bout d'un certain moment qu'il n'y avait pas de thermopompe dans nos véhicules finalement, que c'est du chauffage, utilise le chauffage de la batterie, la chaleur de la batterie pour chauffer le véhicule. Donc, on s'est fait dire il y a des affaires qui ont été plus ou moins dites, puis qui finalement n'avaient pas lieu avec le véhicule. Donc, au niveau des communications, toi, quand tu achetais le véhicule, tu étais persuadé que tu avais une thermopompe, puis finalement, vous n'en avez pas. Donc, elle ne pouvait pas faire défaut, il n'a pas. Exactement. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, on avait juste initialement, on n'avait pas de chauffage, ou du moins, c'était de l'air tiède, là. C'était pas du chauffage. Myriam, est-ce que tu avais eu le même problème de chauffage, toi? Non, aucun problème, moi. Je faisais probablement partie de la batch qui n'ont pas eu de problème, là, mais moi, pour chauffer, ça chauffait. T'as pas eu de problème avec ça? Bon, ben c'est bon. Ben, c'est déjà... C'était une grosse interrogation lors de notre discussion initiale, à savoir, ben c'est un véhicule qui vient du Vietnam, est-ce qui est adapté pour le Québec? Bon, puis il y avait certains éléments que vous souleviez. Oui, je pense que ça, c'est correct, mais sur l'isolation, le chauffage, il y avait des doutes, puis je me demande, puis ça, je suis pas certain, là. Faudrait que je réécoute, mais il me semble même qu'à l'époque, tu avais le problème là, de chauffage, il était déjà présent. Ouais. On n'était pas rendu à l'hiver, c'était pas trop encore paniquant, mais il fallait que tu fasses regarder ça. Là, exact. Oui, ben, ça a été réglé, je pense, au mois de novembre. Là. C'est des problèmes de jeunesse. En fait, quelqu'un qui prend possession d'un VinFast aujourd'hui, j'imagine que les mises à jour... Non, en effet, là, c'est pas mal réglé. Je te dirais, là, même moi, je suis allé le récupérer il y a 2 semaines au concessionnaire. Puis avec la dernière mise à jour, là, il y a pas mal de choses qui ont été réglées encore. Là. OK, excellent. Je me permets de revenir un peu sur la technologie embarquée, parce que c'est quelque chose qui est très frappant dans ce véhicule-là, du moins la première fois qui a été présenté, qu'on s'est dit, véhicule qui est vietnamien. Je pense que le réflexe des gens, c'était de le comparer, de vouloir, en tout cas, psychologiquement, le comparer aux véhicules chinois cheap qu'on avait ici à l'époque. Puis en s'asseyant dedans, on faisait comme « Oh non, attends une minute, c'est pas la même affaire. » On voyait la qualité de la finition, on voyait le tableau de bord, on se faisait présenter les fonctionnalités du véhicule. Puis là, on s'en rend compte qu'il y avait une tablette dans le véhicule qui ressemblait plus à la Tesla qu'un véhicule cheap chinois. Et c'était assez impressionnant. Je me permets encore une fois de faire écouter, Étienne, ce que tu avais dit à l'époque sur le véhicule et sa technologie. C'est pas Tesla, parce que c'est pas au point comme Tesla, mais en même temps, Tesla ont plusieurs années derrière la cravate. Fait que je te dirais, moi, de mon côté, là, c'est numéro 1, super technologie, cruise adaptatif, conduite quasiment autonome, line assist, name it, là, caméra, ainsi de suite, 360. Donc, le package qui était offert était à la fois généreux et, je dirais, de qualité, bien fait. Vous avez roulé un peu plus avec. Myriam, toi, au niveau de tout ce qui est technologique dans le véhicule, tu t'y retrouves, tu as du plaisir avec ça, puis tu n'as pas trop de problèmes? Mais non, je me suis adaptée. Il n'y a pas juste le cruise qui est adaptatif. Oui, mais ça n'a pas été long. On s'adapte facilement. Là. C'est vraiment facile à trouver toutes les choses, qu'est-ce qu'on veut, puis c'est bien mis en évidence. Donc, tu ne cherches pas dans les menus puis sous-menus, c'est assez direct. OK. Étienne, souvent, quand on a des véhicules récents, on se rend compte que les petits bugs, ça peut arriver qu'il y a des bugs mécaniques, mais très souvent maintenant, les bugs sont plus software que hardware, c'est-à-dire que l'affichage fonctionne mal, la tablette gèle dans certains contextes, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas au point, et là, le manufacturier pousse des mises à jour qui améliorent au fil du temps la fluidité, la fonctionnalité de la technologie embarquée. Dès le moment 0, ça semblait quand même relativement bien fonctionner. Est-ce que depuis, il y a eu des mises à jour, des fonctionnalités qui ont été ajoutées ou des bugs mineurs qui ont été corrigés? Ou... En termes de fonctionnalité, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a été rajouté de majeur. Peut-être des petites affaires subtiles, mais sans plus. En termes de mise à jour, il y a une seule mise à jour over the air qui a été faite, puis c'est à propos des lumières. Sinon, il faut aller en concessionnaire à l'heure actuelle pour les mises à jour majeures. Mais tu sais, il n'y a pas eu de grosses affaires. Depuis le jour 1, il n'y a pas tant de problèmes software, je te dirais. C'est vraiment des petites choses mineures. Exemple, tu embarques dans ton véhicule, puis là, tu changes les configurations, puis tu débarques, tu vas faire quelque chose, tu rembarques dans ton véhicule, il faut tout te refasses parce que ça sauvegarde pas les configurations.
Fait que c'est un irritant. Là, ils ont fait des mises à jour récemment, ça s'est arrangé. Puis là, la dernière mise à jour, ça a recommencé. C'est revenu, ouais. C'est revenu, ouais. Une régression. Mais c'est ça. En soi, là, c'est rien de majeur. Là. C'est vraiment juste des petites choses. Tu as parlé de concessionnaires, en tout cas, puis tu sais, je sais, là, les auditeurs ne m'envoyaient pas des courriels. Vous avez parlé de concessionnaires VinFast, pas des concessionnaires. On comprend, là, mais le point de service, le point de vente, appelez ça comme vous voulez. Quand tu dis que tu le ramènes, toi, tu es dans la région de Montréal, Rive-Sud de Montréal. Quand tu le ramènes où physiquement? C'est où? Ben là, initialement, il y avait juste le point de vente à Laval. Maintenant, ils sont rendus avec 2 concessionnaires. Donc, il y a un concessionnaire à Ville-Saint-Laurent et un concessionnaire à Laval qui viennent d'ouvrir. Donc, pour ma part, c'est concessionnaire à Ville-Saint-Laurent là, que je rapporte mon bien. OK. Puis toi, Myriam, dans ton cas? À Ville-Saint-Laurent aussi, parce qu'à Laval, ils n'ont pas, je pense qu'ils ne prennent pas le service encore, c'est juste la vente. Puis à Ville-Saint-Laurent, ils ont tous les services là-bas. OK, donc vous l'amenez. Oui. Ça, c'est quelque chose, puis je me permets de vous poser la question, puis comprenez-moi bien, je n'essaie pas de piéger personne. Là. Moi, je veux comprendre, puis les gens qui écoutent puis qui ont peur d'aller vers ce type de véhicule-là, je pense que c'est le genre de questions qui se posent. On est habitué, on s'achète une Nissan, il y a des concessionnaires Nissan dans toutes les grandes villes. On s'achète un véhicule Ford, il y a des concessionnaires Ford dans toutes les grandes villes. Là, on est comme restreint dans l'endroit. Est-ce qu'on se ramasse que toutes les VinFast de la province arrivent là, puis que quand on veut faire réparer de quoi, on est le 1265e sur la liste? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça va bien? Comment vous qualifieriez votre expérience là, sur place quand vous rentrez votre véhicule au garage? Là, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes aussi bien servi avec les mêmes délais que n'importe quel autre concessionnaire? Myriam, oui, ben je crois bien, parce que j'ai eu à rentrer quelques fois, là, mais pour les mises à jour, tout ça, puis j'ai jamais été, comme qu'on dit, je rentre mon véhicule, puis je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir, là. C'est vraiment, ça se fait très vite, là. Je n'ai pas été délaissée, rien du tout. Puis toi, de ton côté? Il passe un autre véhicule, excusez. Il passe un autre véhicule pour quand on le rentre, puis pour les mises à jour, tout ça, il passe un véhicule aussi de courtoisie. Qui est une VinFast aussi? Non, si c'est non, c'est non. Non, c'est une Tesla. C'est drôle pareil, hein? Mais au moins, c'est un véhicule électrique. Je pense que ce qui est irritant pour les gens qui ont des voitures électriques, c'est de se faire prêter des voitures à essence. On n'aime pas ça, même si c'est pas long. Toi, est-ce que tu as la même expérience quand tu retournes au point de service? Moi, je l'ai envoyé 5 fois, je pense, au point de service depuis que je l'ai. Puis sur les 5 fois, 4 fois que c'était des véhicules électriques, une fois un véhicule à essence. Sinon, en soi, c'était quand même rapide. Ma dernière fois, par exemple, ça a été 35 jours que mon véhicule est resté là-bas. Okay. Puis c'était pas un des problèmes majeurs. Ça a été long avant qu'il travaille sur le véhicule, mais on m'avait averti qu'il était dans un gros rush de livraison de véhicules, puis ça faisait que c'était plus long le service. OK. Parlons maintenant de l'autonomie réelle du véhicule dans les conditions hivernales, ce que nous n'avions pas pu parler la dernière fois. Tantôt, tu as dit, je perds même moins qu'avec... On parle de quoi là, dans des conditions réelles, des contextes réels? Êtes-vous capable de me donner un exemple? Par exemple, cet hiver à moins 25, je perdais... Pour ma part, je pense qu'il y avait une perte d'à peu près 30% par rapport à l'été. Ce qui est, à mon avis, quand même raisonnable. Là. Sur mon ID4, je te dirais que je suis autour de 50% quasiment. Toi, Myriam, ça ressemblait-tu à 30%? Oui, ça ressemble à peu près à ça aussi, oui. Puis l'estimation que le véhicule te donne de l'autonomie que tu as par temps froid, est-ce qu'il est assez réaliste? Autrement dit, s'il dit que tu fais 400 km dans une condition X, puis là, il se met à faire froid, puis il te dit 350, c'est-tu vraiment 350 que tu fais ou il est un peu... Parce que tu me disais que, puis je pense que c'est toi qui disais ça, Étienne, qu'il y avait comme une espèce de bug où il donnait tout le temps le même kilométrage au même pourcentage de batterie. Là. Exactement. Le GOM, dans le fond, qui est l'autonomie en fonction de tes 500 derniers kilomètres, n'était pas calculé sur le VinFast à l'époque. Je te cacherai pas que je ne sais pas si aujourd'hui il est calculé, parce que maintenant... Depuis ce temps-là, j'utilise juste le pourcentage de ma batterie. Je regarde le pourcentage, puis je regarde pas l'autonomie. Fait que je pourrais même pas te dire s'il y a une mise à jour qui a réglé ce problème-là, mais ça m'étonnerait que ça ait été réglé. On le sait, je le sais pas, je peux pas te dire. Donc, si on conclut là-dessus, les performances en hiver, vous êtes satisfait, Myriam aussi, tu es satisfait des performances que tu as eues en hiver.
Maintenant, une question, puis tantôt, tu as parlé de comment se passe le service. Là. Je te fais écouter, Étienne, ce que tu avais dit sur le service. Selon le rayon où on est situé, ils viennent à domicile, un peu comme Tesla le fait. Par la suite, il va y avoir plusieurs points de vente, plusieurs garages associés et certifiés VinFast auxquels on va pouvoir aller. Vous m'avez beaucoup parlé de l'amener chez VinFast. Et là, tu parlais qu'ils viennent à la maison. Est-ce que vous avez eu un service à la maison ou si vous avez dû toujours aller au point de service? Pour ma part, j'ai toujours été au point de service, puis on m'avait dit que c'était pas encore disponible, mais je crois que c'est disponible juste pour la région autour de la concession de Ville-Saint-Laurent. Avec Myriam, je peux confirmer que le service vient à domicile. Là. Ils ont leur mobile qui viennent dépanner pour voir si tu es capable sur place de le faire ou qu'il faut vraiment l'emmener à Ville-Saint-Laurent. Est-ce que tu as fait affaire avec ça, toi? Est-ce qu'ils sont venus chez toi? Oui, une fois. Ça a bien été? Oui, ouais. Très bien, oui. Remarque qu'il n'y a pas de raison. Tesla le fait, puis Polestar le fait. Il y en a d'autres qui le font. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas bien fonctionner. Une petite question comme ça qui est out of the blue et qui n'a rien à voir avec votre expérience avec le véhicule pendant ces mois-là. Il y a eu beaucoup de rapports dans les derniers mois qui faisaient état d'éventuels ou de supposés problèmes financiers chez VinFast, l'entreprise VinFast. Est-ce que c'est quelque chose qui vous turlupine? Et est-ce qu'aujourd'hui, si vous aviez à remagasiner le véhicule, cette information-là vous rendrait insécure au point de remettre en question votre choix ou au contraire, vous dites il se dit bien des affaires puis ça m'inquiète plus ou moins? Myriam, toi, quand tu entends ça? Dans le fond, là, je vais dire, comme tu dis, dans le fond, c'est bien des affaires qu'ils disent parce qu'ils ne feront pas faillite, ils feront pas. Tout le monde dit ça, mais dans le fond, je me fie pas à ça parce que dans le fond, le véhicule, là, c'est de la qualité. Moi, je l'adore, puis je le recommande. Vous n'hésitez pas à le recommander, toi, Étienne? Je le recommande aussi à ceux qui n'ont pas un gros budget, qui veulent passer à l'électrique, puis qui veulent de quoi de fiable, puis qui ne coûte pas énormément cher. Là, en soi, là, moi, je suis super satisfait pour le prix que je paye. J'ai rien à redire là-dessus. Pour ce qui est de toutes les rumeurs qui courent, ça me stresse pas vraiment. Là. Je rappelle au passage qu'au moment où vous avez acheté votre véhicule et que nous avons fait l'entrevue la dernière fois, il y avait déjà beaucoup de rumeurs. Ils ne livreront pas un véhicule, ça va être repoussé. Tu sais, quand vous attendiez votre véhicule, là, juste avant que vous receviez votre véhicule, là, il y a eu 2-3 communications ou bulletins d'information de magazines pseudo-spécialisés en véhicules, mais pas trop en véhicules électriques toujours, puis qui annonçaient ça comme étant « ils les livreront pas ». Puis finalement, ils les ont livrés. Donc, il se dit beaucoup de choses, mais ça reste qu'il y a des rapports financiers et toutes les entreprises de véhicules, même les entreprises qui ont le vent dans les voiles comme Tesla, des fois, si tu prends une photo de leur valeur boursière dans le dernier mois, ça peut avoir chuté de 40%, puis tout le monde... Mais c'est ça, ce milieu-là. Hein? 2 mois après, ils vont être 55% en haut, puis là, c'était 40% en bas, puis ça fait 25 fois qu'il y en a qui disent que Tesla va mourir à l'intérieur de 6 mois, puis ils sont loin d'être morts au moment où on se parle. J'ai comme l'impression, je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste financier, mais j'ai comme l'impression que VinFast goûte un peu à la même médecine. Exact. C'est à se demander même parfois si c'est pas alimenté par l'industrie qui voit arriver ces joueurs-là, qui sont des joueurs importants. Hein? Puis je l'avais dit à l'époque et je le redis maintenant pour les gens qui nous écoutent, là, qui connaissent peu ou pas VinFast. VinFast n'est pas né avec la VF8 ici. Là. C'est une grosse compagnie. C'est une compagnie sérieuse qui produit une tonne de véhicules partout en Asie et qui sont super bien établis. C'est nouveau ici, mais c'est pas nouveau sur la planète. C'est pas une petite start-up là, qui a commencé à faire des autos il y a 6 mois. On le connaît pas, donc c'est un peu le réflexe qu'on a quand on entend le nom, mais c'est loin d'être le cas. Vous m'avez répondu tantôt, sans même que je pose la question, on m'a dit je le recommande, donc je conclus que si c'était à refaire, vous referiez le même choix, Myriam, si demain matin, là, il t'arrive une bad luck, je te le souhaite pas, là, mais mettons ton véhicule, tu te le fais voler dans ton driveway, puis il faut que tu t'en rachètes un. Tu rachètes-tu une autre VinFast ou tu rachètes d'autres choses? Je rachète un autre VinFast. Oui. Toi? Si les moyens me permettent plus qu'un VinFast, ça va être autre chose, mais sinon, ça va être un VinFast. Mais c'est pas parce que tu l'aimes pas. Non, exactement. C'est parce que tu l'aimes pas. Exactement. Puis là, je fais du pouce sur quelque chose que tu as dit tantôt. Tu as dit pas de problème. C'est un véhicule qui n'a pas de problème. Quand même, tu as dit que tu as dû aller plusieurs fois dans.
pas, ça fait 8 mois peut-être qu'on s'est parlé, 8-9 mois. Là. Oui, exact. Puis tu es allé comme 4-5 fois. Est-ce que tu as eu un problème avec le chauffage? On en a parlé tantôt. Mais le reste, est-ce que c'était juste des mises à jour? Tu as eu des problèmes mécaniques? Est-ce que tu as eu des ennuis mécaniques? Suspension? Dans le fond, moi, j'ai eu un... on pourrait quasiment dire que c'est mécanique, là, mais c'est software. C'est que mon plus gros problème que j'avais, c'est un problème de transmission. Mais c'est une transmission électronique que juste une vitesse, parce que c'est un véhicule électrique. Mais quand je mettais mon véhicule sur le reculon, puis je le mettais trop rapidement sur le drive, c'est comme s'il calait, puis je pouvais juste plus avancer. Là, je restais là, fallait que je débarque du véhicule, fallait que j'attende 10 minutes, je rembarque dans le véhicule, puis là, le véhicule pouvait repartir. Mais c'était frustrant, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est ça, là, ça s'est réglé avec une mise à jour, là, software, puis depuis, j'ai plus de problème est réglé. Exact. Okay. En tout cas, moi, ce que je vois puis ce que je lis un peu partout, c'est pas un véhicule qui semble avoir énormément de problèmes. Il y a eu certains problèmes, puis quand le problème était là, on parlait du chauffage tantôt, ça touchait pas tout le monde, mais un grand nombre là, de propriétaires. Fait que quand ils ont poussé une solution, la solution était disponible en même temps pour tout le monde, mais c'est pas un véhicule qui a eu beaucoup de problèmes comme tel. Donc, on a fait le tour, on est revenu sur le véhicule. Donc, les gens qui veulent en savoir plus sur VinFast, évidemment, on va mettre les liens vers l'entreprise VinFast, puis vous pourrez prendre un peu plus d'informations. Je vous conseille également fortement de peut-être des fois vous abonner soit sur des groupes de propriétaires de VinFast sur Facebook, puis tout ça, puis lire un peu les commentaires des gens, mais le lire, et je vous le dis, je le répète toujours avec le réflexe de faire attention. Les gens, quand il y a quelque chose qui marche pas, ils sont très vite pour l'écrire en long et en large, mais quand les gens heureux, les gens heureux sont sans histoire, qu'on dit, les gens ne l'écrivent pas, mais je pense que la vaste majorité, si vous posez la question dans un groupe, est-ce que vous êtes content de votre VinFast avec un petit bouton pour voter oui, un petit bouton pour voter non, vous allez avoir immensément plus de oui que de non. Malheureusement, quand on lit les commentaires, on a plus l'impression que c'est négatif. C'est comme ça sur tous les groupes. Faites le tour de tous les groupes, de tous les modèles de véhicules. Ça donne... Mais évidemment, Volkswagen est là depuis longtemps, Toyota est là depuis longtemps, donc on s'est déjà fait une idée des marques. Une marque nouvelle comme celle-là, on a tendance à juste se rabattre sur ce que les gens disent et ce que les gens disent ou écrivent, devrais-je dire, c'est souvent les gens qui ont quelque chose qui ne marche pas, qui l'écrivent, puis ils pèsent fort sur le crayon, puis ça donne l'impression que c'est négatif, mais je ne crois pas que c'est négatif tant que ça. Vous avez vu nos deux invités aujourd'hui, même malgré les petites craintes qui pouvaient subsister à l'époque, X mois après, sont encore satisfaits du véhicule. Donc, c'est là-dessus, je pense qu'il faut se rabattre. Donc, à mes deux invités, Myriam Saint-Onge et Étienne Ouellette, merci de votre présence à nouveau ici aujourd'hui. Puis, je vous souhaite encore de longues et nombreuses années avec votre véhicule sans problème. Merci. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert.
Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles vacances. De mon côté, j'ai profité des vacances pour effectuer un blitz d'essai de 4 VUS 100% électriques. Donc 4 VUS 100% électriques dans 4 catégories ou segments différents. Donc j'avais premièrement, la première semaine, le Hyundai Kona électrique, donc le sous-compact. J'avais ensuite de ça un Kia EV9, un intermédiaire à 3 rangées. Ensuite, le Volkswagen ID4, donc dans le segment des VUS compacts. Et finalement, en quatrième semaine, j'avais le Cadillac Lyriq, donc un VUS de luxe. Donc évidemment, je ne peux pas couvrir les 4 essais dans une seule chronique, sinon le producteur du podcast me taperait sur les doigts, certainement. Donc, cette chronique-ci, je vais vous parler du Kona et du Volkswagen ID4. Donc, pourquoi ces deux modèles-là que je vous parle ensemble? Donc, c'est des modèles, évidemment, qui sont plus abordables et disponibles dans le contexte que la réduction de la subvention à venir en 2025. Donc, j'ai cru optimal de pouvoir vous en parler en premier pour que si jamais ce sont des modèles qui vous intéressent, que vous puissiez avoir mon résumé de mes essais. Donc, allons-y premièrement avec le Kona électrique. Donc, Hyundai Kona électrique qui a été renouvelé en 2024. C'était la raison principale pourquoi je tenais à faire cet essai routier-là. Donc, Hyundai, on le sait, avec des designs extérieurs assez avant-gardistes, on peut dire. Donc, le design a été refait au complet et c'est ce qui se rapproche le plus du reste de la gamme. Donc, c'est un design extérieur avec des panneaux latéraux, avec beaucoup d'angles qui se rapproche de beaucoup à ce qui s'offre aussi dans le reste de la gang chez Hyundai. C'est polarisant comme design, je le conviens. Certains adorent, d'autres moins. Mais moi, personnellement, je trouve que Hyundai font un bon boulot pour amener des produits qui sont différents de ce qu'on retrouve ailleurs dans le marché. Mais par contre, moi, je trouve que les plus grandes améliorations que Hyundai ont effectuées, c'est beaucoup plus à l'intérieur. Donc, ils ont un petit peu allongé le véhicule dans son ensemble, ce qui rend le coffre arrière beaucoup plus spacieux et beaucoup plus pratique, même si on est dans un segment de sous-compact. Je trouve que cette amélioration-là donne un avantage sur les concurrents dans le même segment. Aussi des matériaux plus de qualité, donc on sent vraiment un upgrade de ce côté-là aussi. Et même si Hyundai ont fait le choix de ne pas amener le Kona sur la plateforme EGMP comme les nouveaux produits, comme les Ioniq 5 et Ioniq 6 chez Hyundai, ils ont quand même amené des technologies ou des facettes du véhicule dans le Kona qui se ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve ailleurs dans les produits électriques de Hyundai. Donc, par exemple, les 2 écrans devant le conducteur, celui devant le conducteur et celui dans la console centrale, c'est en tout point identique à ce qu'on retrouve dans les Hyundai Ioniq 5 et 6. La technologie V2L, par exemple, aussi, qui sont maintenant disponibles, donc de pouvoir alimenter des appareils sur le 120 volts, soit avec un adaptateur dans la prise de recharge du véhicule ou même à l'intérieur du véhicule. Sur la banquette arrière, il y a une prise que vous pouvez utiliser à ce niveau-là. Les clignotants, lorsque vous actionnez les clignotants, les angles morts, les caméras d'angle mort qui apparaissent dans les cercles devant le conducteur, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouvait chez les autres modèles de Hyundai. Pour ceux qui aiment des toits ouvrants au lieu des toits vitrés qui ne peuvent pas s'ouvrir, c'est disponible dans le Hyundai Kona dans des versions plus équipées. Et personnellement, un aspect qui n'est pas nécessairement toujours un critère de sélection pour les gens qui recherchent des véhicules électriques, le système audio Bose qu'on peut avoir dans le modèle plus équipé que j'avais en essai, même si on est dans un segment d'entrée de gamme, par exemple, qu'on peut dire chez Hyundai, le système audio m'a grandement impressionné. On est capable d'avoir une qualité de son vraiment impressionnante pour le segment dans lequel on se trouve. Donc maintenant, passons au Volkswagen ID4 comme deuxième véhicule
d'essais pour cette chronique-ci. Donc, le ID4, c'était la première fois que j'avais un essai complet d'un ID4 depuis que, dernièrement, dans les dernières années, ils l'assemblent aux États-Unis pour le livrer ici au Canada. Donc, initialement, ce qui était livré ici au Canada, comme Volkswagen ID4 dans les premières années de commercialisation, c'était des unités qui provenaient de l'Allemagne directement. Donc, depuis 2 ans environ, les modèles qu'on a ici au Canada, ce sont des unités qui sont assemblées aux États-Unis, au Tennessee. Donc, c'était la première fois que je pouvais comparer un petit peu les deux versions. Donc, le véhicule en soi n'a pas changé de façon majeure. Il y a seulement eu certaines améliorations qui ont amené au fil des années. Donc, à l'intérieur, le changement le plus notable, c'est la console centrale. Donc, initialement, les accoudoirs étaient seulement des accoudoirs ajustables en hauteur sur chacun des 2 sièges à la première rangée, mais il n'y avait pas nécessairement de rangement disponible. Donc, maintenant, ils ont vraiment changé l'approche pour mettre une console qui s'ouvre pour pouvoir faire du rangement. Ils utilisent beaucoup mieux l'espace disponible à ce moment-là à l'intérieur de l'habitacle. Donc, au-delà de ça, le Volkswagen ID4 reste un véhicule extrêmement complet. Il ne fait rien d'exceptionnel, il n'y a rien de sophistiqué, il n'y a rien qui se démarque face à la concurrence, mais il fait tout très bien. C'est un véhicule qui est très complet. Pour un véhicule à vocation familiale, personnellement, lors de ma semaine d'essai routier, on a eu un voyage à faire, ma famille et moi, pour aller visiter de la famille en Estrie. Donc, on est parti de la maison dans les Laurentides vers l'Estrie et tout le monde a vraiment apprécié son voyage à bord du Volkswagen ID4. C'est extrêmement confortable, c'est silencieux, ça fait vraiment bien le travail. Donc, il reste que un de ses principaux attraits au Volkswagen ID4, c'est sa disponibilité. Je vous en parlais dans une précédente chronique. Actuellement, les niveaux d'inventaire chez les concessionnaires est relativement encore élevé. Ça réduit à l'œil. Je n'ai pas fait d'appel dans des concessionnaires pour savoir combien était disponible. Je n'ai pas fait de recherche sur leur site web, mais à l'œil, ça commence à réduire. Mais si c'est vraiment un véhicule qui vous intéresse, je vous conseille fortement de consulter le site web de votre concessionnaire, de faire des téléphones pour savoir quelle version est disponible, car le Volkswagen ID4 a quand même beaucoup de variétés à l'intérieur de sa gamme. Donc, vous pouvez avoir soit des modèles à propulsion, traction intégrale, avec ou sans le groupe Statement d'options d'équipement plus élevé. Donc, il peut avoir certaines unités ici et là qui pourraient matcher ce que vous recherchez. Donc, en résumé, 2 excellents véhicules dans leur segment respectif. Donc, si autant le Hyundai Kona électrique que le Volkswagen ID4 sont des véhicules qui vous intéressent, je vous recommande fortement d'aller en faire l'essai routier avant la fin de l'année pour pouvoir profiter de la subvention provinciale de 7 000 $ qui va réduire au 1er janvier 2025. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique. J'espère que vous avez apprécié. La prochaine chronique va traiter du Kia EV9 et du Cadillac Lyriq, je vous le rappelle. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler de ces 2 véhicules-là aussi. Donc, c'était Stéphane Levert qui, d'ici ma prochaine chronique, vous souhaite bonne route. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Plusieurs personnes sur les médias sociaux se posent la question, est-ce que la borne de recharge qui est fournie avec le véhicule lors de l'achat est suffisante ou est-ce que je dois acheter une vraie borne de recharge que je vais faire installer à la maison? Eh bien, la réponse est relativement simple. Il y a 2 possibilités. Vous avez peut-être une borne niveau 1 fournie avec les véhicules et pour un usage quotidien, pour la majorité des gens, ça ne sera pas assez rapide, ça ne sera pas suffisant. Ça prend une vraie borne niveau 2. Dans d'autres cas, la borne fournie avec le véhicule est bel et bien une borne niveau 2. Il faut par contre savoir que la borne fournie avec le véhicule est généralement mal adaptée pour un usage quotidien et intensif. C'est souvent moins bien protégé contre les intempéries et de surcroît, elle coûte beaucoup plus cher qu'une vraie borne de recharge que vous ferez installer à la maison. Donc, s'il arrivait quelque chose, du vol, du bris de cette borne fournie avec le véhicule, vous devriez la remplacer et ce, à grand prix. Profitez des subventions, faites installer une borne à la maison.
parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZ2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Premièrement, le 16 septembre, il y aura un kiosque virtuel. Ça sera par Zoom. Tous les détails à venir dans la section calendrier du site web de l'AVEC. 4, 5, 6 octobre, c'est le Salon du véhicule électrique et hybride de l'Estrie. C'est au Centre des foires de Sherbrooke. Encore une fois, les informations sont sur le site web de l'AVEC. 14 octobre, un autre kiosque virtuel par Zoom, les détails à venir. 18, 19, 20 octobre, Salon du véhicule et loisirs électriques de la Naudière, c'est au Centre Expo de Terrebonne. 25, 26, 27 octobre, c'est le Salon du véhicule électrique de Québec au Centre des foires. Et le 8, 9, 10 novembre, c'est le Salon du véhicule électrique Desjardins au Centre BMO de Saint-Hyacinthe. Il y aura d'autres kiosques virtuels pour de l'information à venir les 11 novembre, 25 novembre et 9 décembre prochains. Toutes les informations dans la section événements et calendrier du site web de l'AVEC. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, Sébastien Côté, Stéphane Levert, Myriam Saint-Onge et Étienne Ouellette. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à tous nos chroniqueurs, Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier et Stéphane Levert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-François Lardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitre Teintée, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.